Vous avez fait un test de VMA et vous vous demandez si le chiffre obtenu est fiable et a vraiment un sens. Ou alors vous avez envie de faire un test de VMA, mais justement vous demandez si un test a plus de précision qu'un autre. Eh bien la question qui m'a été posée cette semaine me permet de faire un point sur les différents tests, les plus classiques, et leur intérêt. Allez, c'est parti. Bonjour mes champions et mes championnes, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la grande patate, l'énergie que tout est bien pour vous. Vous écoutez le conseil de Km42. Vous le savez, chaque samedi, je réponds à vos questions pour vous aider à devenir champion et championne du monde de votre monde. Et cette semaine, je réponds à une question de Lily, enfin, on va dire Lily parce que je n'arrive pas à dire le pseudo Instagram, qui me dit « Crois-tu que le test VMA soit fiable ?» Alors, c'est une bonne question qui est très souvent posée et parfois on ne comprend pas vraiment le résultat obtenu dans un test VMA et donc on se demande s'il est fiable. Puis c'est vrai qu'il y a plusieurs tests en VMA et il y a différents noms, différentes modalités, selon les coachs, selon les applications, on n'a pas tout à fait les mêmes tests et on n'a pas les mêmes résultats. Et oui, c'est ça qui est un petit peu variable, même si on pourrait dire que normalement on devrait avoir le même résultat. Alors, est-ce que le test VMA est fiable? Et puis, ça veut dire quoi, fiable aussi? Parce que ça, c'est important, finalement, de se demander si c'est fiable pour préparer l'entraînement, pour avoir une précision scientifique. Est-ce que c'est pour évaluer son niveau et sa progression? Ou est-ce que c'est pour évaluer son temps sur une course qui va venir? Ça fait quand même beaucoup de questions. Alors, je vais essayer quand même de répondre à certaines de ces questions, de faire un petit point en balayant les différents tests VMA, en donnant leur intérêt, en comparant. Et puis, je vous parlerai aussi d'un autre test qui a moins le côté scientifique, mais qui répondra peut-être à l'une des questions que vous vous posez, notamment pour estimer votre temps sur une course. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à remercier NutriPure qui m'accompagne en tant que partenaire dans ce podcast. Et vous savez, globalement, dans ma forme, ça fait plusieurs années que c'est le cas, ça fait plusieurs années que je prends des compléments alimentaires chez NutriPure, qui est une marque fondée par Christophe Cario, qui est un type champion du monde de karaté. Et vous savez aussi que nous sommes d'accord sur un grand point, NutriPure ne fait pas de fausses promesses. Les compléments viennent compléter mon fameux triptyque SAM, sommeil, alimentation et mouvement, donc pas de pilule magique. En matière de course et d'endurance, NutriPure développe une gamme complète avec des gels, des boissons, barres longue distance. Vous pouvez utiliser et même combiner efficacement selon vos stratégies de course, vos entraînements, ce que vous avez besoin de préparer. Ils m'ont même réconcilié avec les gels. C'est dire, sur mon marathon de Paris l'an dernier, j'avais testé leur gel et ça fait partie des produits que maintenant j'apprécie, alors que d'habitude les gels, je trouve que c'était pas terrible. Voilà. Si vous voulez tester, vous bénéficiez de 10% sur votre première commande avec le code HAMSTERS. Le lien est dans la description de l'épisode. Et donc maintenant, nous allons parler de ce fameux test VMA. Alors, j'ai déjà fait un épisode sur la VMA qui est l'épisode 345, c'est les bases de l'entraînement. C'est quoi la VMA? Donc, je vous renvoie vers cet épisode et j'avais déjà parlé des tests. D'ailleurs, j'ai donné quelques modalités. Donc, l'idée là, c'est un peu de comparer, de vous donner quelques éléments de comparaison. Je rappelle que la VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. C'est une donnée d'entraînement. Elle représente pas la vitesse à laquelle on peut courir au plus vite, parce qu'on peut courir plus vite. Elle représente pas la vitesse à laquelle on va courir une course en particulier, ou alors vraiment, il n'y a pas beaucoup de courses à laquelle on va courir à VMA. Donc c'est vraiment une donnée d'entraînement. Elle représente la vitesse à laquelle vous atteignez votre consommation maximale d'oxygène. Et on considère que cette consommation maximale d'oxygène est atteinte lorsque vous courez à l'allure maximale que vous êtes capable de soutenir pendant environ 5-6 minutes. Alors, ce temps de 5-6 minutes n'est pas un détail réellement, parce que vous allez voir, je vais en parler dans un des tests, et dans le premier test dont je vais vous parler, c'est important. Et c'est aussi important pour comprendre le principe du fractionné, parce que l'idée justement du fractionné, c'est de pouvoir courir plus longtemps que 5-6 minutes dans un entraînement, d'avoir donc cette capacité à courir plus longtemps que ces 5-6 minutes à cette allure maximale, ou alors même plus rapidement, mais en fait en le faisant en petits bouts, parce que sinon on serait pas capable de le faire. Si on disait par exemple je vais courir 10 minutes à cette allure-là maximale, on n'est pas capable de le faire, alors qu'on serait capable de faire l'équivalent de peut-être 8 minutes en faisant par biais de 30 secondes. Voilà, c'est un exemple. Pour comprendre un petit peu le principe de la VMA, mais je vous renvoie vers l'épisode 345. Je vous rappelle que dans la description de l'épisode, il y a les liens justement vers d'anciens épisodes, les archives, et aussi vers des tests que je vous propose, des outils gratuits, etc. Alors, maintenant, les différents tests et leur intérêt. Un test dont on entend souvent parler, c'est le Cooper. Alors, Cooper, c'est 12 minutes.
Le principe, c'est qu'on court une distance, on mesure la distance maximale qu'on court en 12 minutes. Et puis la VMA, c'est un calcul en fait. C'est un petit calcul mathématique qui permet de déterminer en fait, selon la distance qu'on a couru en kilomètres, on divise par 2, on fait x10. Et ça donne par exemple que si on fait 3 km, ça doit faire 15 km/h. Donc ça donne une VMA de 15, voilà. C'est le principe du Cooper. Alors c'est un effort qui est quand même assez long, c'est un marqueur de capacité globale finalement, mais la vitesse moyenne qu'on obtient n'est pas forcément la VMA. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je vous rappelle qu'on considère que on tient l'allure maximum pendant 5-6 minutes. Et là, on vous demande de courir 12 minutes. Donc il peut y avoir une variation qui vient de votre capacité à tenir finalement sur 12 minutes et ne pas vous effondrer en fait à un moment donné si vous partez trop vite, si vous gérez pas vos allures ou quoi que ce soit. Donc c'est une vitesse moyenne sur 12 minutes. Généralement, elle est un peu sous la vraie VMA. En fait, ça dépend beaucoup de la gestion de l'effort et votre capacité en fait à tenir un effort qui fasse 12 minutes à une allure qui soit assez constante. C'est pour ça qu'après, il y a un demi-Cooper qui lui a un test de 6 minutes qui là, c'est le même principe, c'est la distance maximum en 6 minutes. Et donc la VMA, en fait, c'est la distance en kilomètres que l'on fait fois 10. Donc si vous faites par exemple 1,6 km en 6 minutes, ça fait une VMA de 16. Alors là, c'est un effort qui est continu et qui est justement proche du temps moyen qu'on peut soutenir à VMA. Et donc c'est très adapté, moi je trouve, pour estimer directement une vitesse de VMA utilisable à l'entraînement. J'en parlerai après parce que c'est aussi pour moi le test le plus simple. Elle est souvent assez proche, la VMA obtenue, de la réalité. Si on a l'habitude de faire des efforts de 5-7 minutes bien rapides, bien forts, elle est assez précise. Mais on dit aussi souvent qu'elle est précise pour des coureurs qui ont un peu plus d'expérience, parce que justement qui sont capables de doser la vitesse, qui sont capables de courir et qui sont capables de maintenir en fait vraiment de manière continue pendant 6 minutes. Donc c'est pour ça aussi que des fois vous allez pouvoir lire que le demi-Cooper n'est pas adapté à tous les coureurs. Ensuite, vous avez un troisième test qu'on appelle le VAMEVAL. Donc là, le principe, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place parce que en fait, le Cooper et le demi-Cooper, vous prenez votre chrono, vous courez en fait, et puis vous prenez la distance. Et donc après, c'est les calculs mathématiques. Là, en fait, sur le VAMEVAL, vous l'avez peut-être déjà vu sur des pistes d'athlétisme où vous savez, on pose des bornes, des petits cônes là, tous les 20 mètres sur la piste. Et en fait, c'est un test progressif. Et il y a un bip qui résonne sur la piste. Bip, bip, bip. Et en fait, il faut courir à l'allure du bip et passer à chaque fois sur les bornes au moment où ça bip. Et la caractéristique, c'est qu'au départ, ça part doucement, 8 km/h. Et puis, en fait, chaque minute, on ajoute 0,5 km/h. Et donc, il faut rester vraiment dans l'allure et toutes les de ces bornes tous les 20 mètres. Et en fait, on s'arrête quand on n'arrive plus à suivre les bips. Donc ça accélère, et quand on n'arrive plus à suivre les bips, il faut s'arrêter et on regarde le nombre de tours qui ont été faits, plus à quelle borne on en est par rapport au tour, et il y a un calcul qui est fait. En fait, la dernière vitesse obtenue par rapport au bip permet de déterminer la VMA. Alors c'est un test qui est très progressif jusqu'à VMA et qui est en fait pensé pour approcher la vitesse associée au VO2 max que l'on fait dans un test de labo. Parce que c'est vrai qu'en fait, là, je vais vous donner des méthodes que l'on peut appliquer là au quotidien et qu'on peut faire par nous-mêmes. Même s'il avait VAMEVAL, il faut un petit peu plus de matériel. Mais c'est vrai qu'une manière de mesurer ces données-là, notamment en VMA, comme c'est lié à VO2 max, c'est de faire un test en labo sur un tapis où là, ils mesurent même les différents seuils ventilatoires, les SV1, SV2 et compagnie, qui sont beaucoup plus précis. Donc là, en fait, on est dans des méthodes, c'est pour ça que je parlais de fiabilité, est-ce qu'on est dans une fiabilité scientifique ou pas? On est moins scientifique que quand on fait un test en labo où on s'est mesuré avec des outils précis. Mais on considère que VAMEVAL a été assez proche, en fait, par rapport à ces tests en labo. Il y a un biais qui est assez faible par rapport aussi aux tests en tapis. Donc il y a une très bonne corrélation en fait selon que vous fassiez dehors, vous fassiez sur tapis, etc. Et puis il y a un côté qui est intéressant et qui va être jugé intéressant notamment par les coachs, c'est qu'en fait c'est une allure qui est graduelle. Il n'y a pas de relance en fait, il n'y a pas d'accélération. Même si moi je trouve, pour l'avoir fait en club, que dans les derniers temps, on a l'impression au départ que ça part très doucement, que c'est un petit peu ennuyeux, puis tout d'un coup on a l'impression que ça accélère,
et que il y a une question de fatigue qui se met en jeu, qu'on a l'impression que si le test avait duré moins longtemps, en fait, on aurait pu aller un peu plus vite, voilà. Mais en fait, c'est le principe du test. Donc moi, je le trouve un peu frustrant personnellement, mais je sais qu'en fait, il fait partie des tests préférés des coachs quand on dispose d'une piste, d'un truc qui fait bip bip assez fort, etc. Voilà, souvent dans les clubs, vous avez ce test-là qui est mis en place. Et puis vous avez un autre test qu'on appelle la navette, le Luc Léger, qui est pas vraiment un test fait pour la course à pied, mais qui est souvent en fait utilisé alors dans les sports collectifs, mais aussi pour des examens professionnels où il y a des tests sportifs. Par exemple, on va vous dire pour entrer dans tel métier, dans telle formation, il faut avoir tel niveau au Luc Léger. Je l'ai vu par exemple j'en parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps au marché où sa fille avait voulu faire rentrer sur une formation par exemple type coach je crois, et il fallait avoir un score spécifique au Luc Léger. Et donc le Luc Léger, vous savez, parce qu'on l'a fait souvent à l'école ce truc là, au collège ou au lycée, je sais pas à quel niveau on fait ça, ce sont des retours sur 20 mètres avec des paliers audio progressifs, hein, c'est un peu comme le principe du Vameval avec des bip bip, et il faut être aux lignes à chaque fois que ça bip. Donc c'est par exemple fait dans un gymnase en fait entre deux lignes, donc voilà, d'une ligne à l'autre en cours, et puis il se fait bip, tac, et puis il faut être à chaque fois de la ligne, et donc là encore ça accélère. Alors c'est progressif, mais il y a des relances en fait, hein, et c'est ça qui est un peu problématique par rapport à ce que nous on fait, c'est qu'en fait à chaque fois qu'on arrive au bout de la ligne on repart dans notre sens, et donc il y a le fait qu'on soit toujours dans j'accélère, je freine, je réaccélère, je freine, je réaccélère, je freine. Donc ça montre en fait plutôt une capacité dans l'aérobic et dans les changements de direction. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant pour des personnes qui font des sports collectifs, parce qu'en fait ça mesure un élément qui est intéressant, c'est la capacité qu'on a justement en sport collectif. Moi je vois avec le basket, on court pas en continu. En fait, il y a des moments où on va remonter le ballon tranquillement, des moments où on va accélérer, des moments où on va sprinter pour aller récupérer un ballon. Enfin voilà. Donc ça, le Luc Léger ou une navette est plutôt conçu pour ce type de sport. Je le dis, on l'utilise beaucoup dans des examens professionnels comme critère d'évaluation de l'endurance et de la capacité des personnes qui sont candidates à rentrer dans des métiers, des formations, des choses comme ça. Mais en fait, elle n'est pas vraiment aussi fiable que ce qu'on voudrait pour la course à pied. Et en fait, elle sous-estime en fait une VMA continue, c'est-à-dire la capacité qu'on a vraiment à courir sur 5-6 minutes d'affilée. Donc elle est souvent plus faible au niveau de la vitesse maximum qu'on atteint, indiquée par la VMA. Alors maintenant, sont-ils vraiment fiables, tous ces tests? Il faut dire qu'en fait, ils viennent tous d'études scientifiques. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une validité scientifique qui a été prouvée globalement pour la plupart de ces tests-là, que ce soit Cooper, demi-Cooper, Vameval, navette, etc. Les études ont même comparé de savoir s'il y en avait qui étaient plus ou moins intéressants que d'autres et tout. Donc il y a beaucoup d'études comparatives d'un test à l'autre, donc on en trouve pas mal. Vameval est considéré comme le test le plus proche d'un test de labo. Voilà. Surtout s'il est réalisé en club et avec un encadrement, parce que je pense que tout seul c'est pas la peine. Faut vraiment avoir le bip, faut vraiment être bien précis, et puis il faut arriver à compter, savoir où on en est vraiment sur les bornes après pour le bout de la précision, parce que la précision elle est importante aussi. À une ou deux bornes près, ça change un peu la précision aussi. Comme après, on va prendre des pourcentages de cette VMA pour s'entraîner en disant je vais courir à 100%, à 105 ou à 80 ou à 90. C'est assez intéressant d'avoir un chiffre quand même qui est précis pour que ensuite derrière les calculs soient aussi un peu plus précis. Même si, je vous dis, ça reste des tests. On n'est pas dans une analyse scientifique sur tapis avec des marqueurs, avec des machines qui mesurent notre respiration, rythme cardiaque, etc. Le demi-Cooper est un compromis qui est idéal parce qu'il est simple, pas de logistique, fidèle à la VMA pour la plupart des coureurs. Je dis, il y a quand même cette question d'être capable de tenir la même allure pendant les 6 minutes, donc il faut bien se connaître globalement. Mais même si vous débutez, vous pouvez faire un demi-Cooper assez facilement. Ce qu'il faut, par contre, c'est bien trouver un terrain plat pour pouvoir courir 6 minutes sans vous arrêter. C'est pour ça que sur piste c'est facile, c'est pour ça que c'est moins facile quand on court en dehors.
Faut vraiment trouver en fait un terrain plat, ne pas s'arrêter, voilà, et pas avoir trop de relance non plus. Je dis aussi parce que moi je m'en étais rendu compte, je pense que la taille de la piste peut changer un petit peu le résultat des tests de VMA. Quand j'étais en club, on avait une piste de 200 mètres. Sur la piste de 200 mètres, les virages sont plus serrés, la relance est différente, les appuis sont différents dans les virages. Mais je trouve par contre qu'on a un sentiment de vitesse qui est différent. Les lignes droites sont plus courtes, sont moins lassantes au bout d'un moment que les fameuses pistes de 400 mètres, qui sont les pistes classiques. Je suis assez persuadé, et j'en ai discuté avec des personnes notamment en club, qui avaient déjà fait des tests de VMA sur des pistes de 200, des pistes de 400, et qui s'étaient rendu compte que courir sur une piste de 200, c'est pas tout à fait pareil que courir sur une piste de 400, notamment, je vous dis, sur ces histoires de virages. C'est comme aussi si vous courez, par exemple, dans une piste qui est en salle, si vous avez la chance d'avoir accès à une piste qui est en salle, il y a des virages relevés. Moi, je le vois parce que j'ai couru sur une piste à Clermont. On a le stadium Jean Pélez, où il y a des championnats de France en salle qui sont organisés et tout. En fait, les virages sont relevés aussi. Alors que la piste à laquelle moi je cours avec le club, les virages sont plats. Et c'est pas tout à fait pareil. Donc je pense que le terrain a un impact dans ces tests-là sur le résultat, ce qui n'est pas le cas dans les tests sur tapis, et ce qui n'est pas le cas dans les tests laboratoires, tapis, etc. Parce que on annule le côté terrain, en fait. Voilà. C'est pour ça aussi que le côté scientifique peut être un petit peu modifié par le terrain. Et puis on pourrait dire aussi qu'il y a d'autres éléments qui vont jouer, comme la température, la météo, est-ce qu'il y a du vent, etc. C'est pour ça que si on était sur un côté très scientifique sur la fiabilité, on pourrait dire qu'en fait il y a des éléments dans l'outil de mesure, dans comment on le met en place, qui vont jouer sur le résultat. Mais le demi-Cooper fait partie quand même des tests qui sont assez simples à mettre en place et que vous pouvez faire plusieurs fois dans l'année. Le test de Cooper, il est considéré comme étant un marqueur d'endurance globale. On considère qu'il donne pas une mesure ultra précise de la VMA, parce que je le dis, sur le principe, courir 12 minutes, on est dans un temps d'effort qui est plus fort, plus important que le temps de soutien qu'on peut faire sur de la VMA. Donc voilà, on mesure la VMA sur un effort qui est plus long et que normalement on peut pas tenir, alors, sauf des athlètes vraiment très très entraînés qui auraient cette capacité-là. Donc c'est pour ça qu'en fait le système de mesure est, à mon sens, un peu biaisé, voilà, et d'après les études montrent qu'en fait c'est intéressant pour prédire une perf sur 10 km par exemple, ou sur semi, il y a des formules qui permettent d'avoir des calculs qui sont assez précis dans ce sens-là, mais on n'est pas dans une mesure ultra précise de la VMA. Et puis le Luc Léger, je l'ai dit, c'est que pour la course à pied, ça sous-estime la VMA de course continue, c'est-à-dire que nous on recherche de la course continue, dire voilà, moi je veux courir un 5 km, je vais courir un 10 km, on n'est pas sur des allers-retours, des accélérations comme on a dans le Luc Léger. Donc vaudrait mieux faire un Van Meval ou un demi-Cooper pour calibrer les allures. Mais c'est vrai que ceux qui viennent des sports collectifs, par exemple, peuvent avoir l'habitude de faire du Luc Léger. Et dans ce cas-là, si vous avez un chiffre Luc Léger, c'est intéressant de le recalibrer avec, par exemple, un demi-Cooper ou le Van Meval. Voilà, ça serait la logique de faire ça. Mon préféré, personnellement, c'est le demi-Cooper. Parce que déjà, il est facile à mettre en œuvre même tout seul. C'est-à-dire que vous vous échauffez bien, et puis ensuite vous trouvez une zone où vous pouvez courir pendant 6 minutes à plat, sans trop de virages, sans avoir à vous arrêter quelque part. Et à partir de là, vous regardez avec votre montre, vous démarrez, vous regardez la distance que vous faites en 6 minutes et faites x10. Donc c'est un test qui est facile à mettre en œuvre, vraiment facile à mettre en œuvre. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas grand-chose à faire. Il peut être fait régulièrement en évaluation du niveau sans mettre en place beaucoup de choses, alors que si vous faites un Meval, il faut le matériel avec les bips, il faut il faut des bornes, il faut installer les bornes, il faut une piste, etc. Donc là, le demi-Cooper, lui, il est beaucoup plus simple à mettre en place pour faire régulièrement d'ailleurs. Mais alors, ça veut pas dire qu'il faut en faire tous les mois ou quoi que ce soit, mais pour en faire, par exemple, 3 dans l'année. Ou pour en faire au début de l'année, par exemple, pour évaluer votre niveau. Et puis après, vous avez un cycle peut-être de développement de la VMA. Souvent, on peut avoir ça. Pour se préparer même à des courses, vous pouvez dire tiens, je veux voir comment ça évolue, et donc vous faites un autre test quelques semaines après ou quelques mois après, après avoir fait un cycle spécifique sur la VMA, des entraînements spécifiques de VMA, puis vous pouvez en refaire je sais pas, avant de préparer un objectif particulier pour savoir où vous en êtes, pour bien calibrer vos entraînements si vous avez envie de vous entraîner en fonction de la VMA.
Et pourquoi pas en fin de saison pour voir si vous avez progressé globalement sur l'année. Je me rappelle en club on en avait 2. On avait un début de saison, donc septembre, et puis un fin juin, qui était une évaluation comme ça. Et il y en avait un autre qui était ajouté aussi au milieu, là, qui était glissé un test VMA des fois autour de Noël. Donc voilà, ça en faisait 3 globalement dans l'année. Et souvent c'était avec le même éval. Quand on est seul, quand on court seul en entraînement ou qu'on n'a pas accès à une piste, le demi-Cooper est quand même pratique. Franchement, il est pratique. Et puis c'est vrai que sur la méthodologie, c'est le fait de faire 6 minutes, en fait on est proche du temps moyen nécessaire pour atteindre et maintenir la VMA. Donc ce qui fait qu'il est très spécifique à ce qu'on recherche à mesurer. Donc finalement, pour estimer directement une vitesse, il est plus intéressant que le Cooper qui est 12 minutes, plus facile à mettre en œuvre que le VAMEVAL. Donc moi je trouve que le demi-Cooper est mon préféré et le plus simple à mettre en place, surtout si vous n'avez pas de matériel et accès à une piste et puis club ou quoi que ce soit. Cependant, avant de terminer cet épisode, je vais quand même rajouter dans les tests un autre test. Et lui, il mesure pas la VMA, mais en fait, il va mesurer autre chose. Alors, ce test s'appelle le Magic Mile. Alors, le Magic Mile a été conçu par Jeff Galloway. C'est en fait d'après des statistiques. Il a créé ce test d'après des statistiques. Il ne mesure pas la VMA, il n'y a pas le côté scientifique, il n'a pas été validé par des études scientifiques comme les autres, c'est-à-dire que les autres, il y a eu des processus scientifiques pour les mettre en place, et puis il y a eu des comparaisons, de savoir lequel était le plus précis, il y a eu des comparaisons entre les différents tests, ils ont fait faire des tests VMA à des groupes de personnes, différents tests de VMA, ils ont comparé les résultats, ils ont fait des analyses, donc c'est ce qui valide scientifiquement les tests et qui permet de les comparer entre eux. Le Magic Mile, il a surtout été conçu comme un test de prédiction des allures de course et d'après en fait des calculs mathématiques, c'est-à-dire en regardant les gens qui finissent une course en telle allure ont une allure sur un mile, donc 1,6 km de temps. Jeff Galloway s'est rendu compte. Alors Jeff Galloway, c'est un athlète olympique qui est maintenant coach. Alors il a plus de 70 ans et qui est donc il s'est rendu compte en fait que il y avait une corrélation assez précise entre le temps qu'on fait pour courir 1,6 km, donc 1 mile, et les allures de course qui vont du 5 km au marathon. Donc en fait, il a vu la corrélation, il a mesuré sur des milliers de personnes la corrélation. Et c'est vrai que c'est étonnamment précis, cette histoire-là. C'est vraiment étonnamment précis. Alors, l'avantage du Magic Mile, c'est qu'il est très simple à mettre en œuvre et qui nous permet en fait d'obtenir quelque chose qu'on va rechercher, c'est d'avoir une prédiction de son temps de course. Parce que la VMA, elle permet pas forcément systématiquement, en plus selon les méthodes, de prédire un temps de course. Alors il y a des estimations, il y a des personnes qui vont dire ah oui, mais quand tu as une VMA de temps, tu peux espérer temps sur marathon, temps sur 5, temps sur 10 km. Mais il y a voilà, ça fait partie en fait du jeu d'essayer de prédire un peu les temps de course. Vous savez que c'est le grand jeu aussi de nos montres, de prédire les temps de course, c'est le grand jeu aussi de Strava. Vous voyez qu'il y a des analyses qui sont différentes parce qu'ils prennent pas les mêmes éléments. Il y en a qui vont prendre la VMA, d'autres qui vont prendre les sorties que l'on fait. Alors, selon si on fait des sorties courtes, des sorties longues, à quelle allure on les fait vraiment, on voit bien que les résultats sont un petit peu différents. Donc, dans cette panoplie d'outils, en fait, le Magic Mile est un test comme un autre. Qui a été conçu d'ailleurs sans les montres GPS ou quoi que ce soit au départ, et en fait qui est très simple. Je vous dis, vous vous échauffez et puis vous courez 1 mile, donc 1,6 km, et puis ça va vous donner en fait un temps de course potentiel sur les différentes distances, parce qu'il y a des calculs qui sont faits, et ça va vous donner aussi une allure d'entraînement, et cette allure d'entraînement est souvent considérée comme très très lente, mais c'est une allure d'endurance fondamentale. Et les gens la trouvent très lente, mais en fait ça fait partie de la logique, vous savez, j'ai fait des épisodes sur l'endurance mentale, de vous rappeler que souvent on fait l'endurance mentale trop rapidement, j'en ai parlé encore récemment dans un épisode, dans les sorties longues, on fait aussi les sorties longues souvent trop rapidement, et c'est vrai que si on se cale sur l'allure qui est annoncée par le Magic Mile, on peut trouver qu'elle est lente, mais en fait, vous êtes vraiment capable de la tenir longtemps. Alors, le Magic Mile a été aussi calibré pour des coureurs qui vont suivre la méthode d'alternance course-marche, parce que c'est le grand principe de Jeff Galloway, donc la méthode run, walk, run, ce qui permet d'allonger la distance, qui permet même d'aller plus vite sur des courses en alternant la course et la marche. Alors, c'est une méthode que j'ai beaucoup étudiée, que j'ai testée en course, que j'ai testée à l'entraînement, voilà, qui m'a permis d'avoir des bons temps, puisque mon record sur semi-marathon, je l'ai fait avec des périodes de marche. J'ai sur des 10 km aussi, par exemple, j'ai fait des tests, j'ai fait des épisodes sur le sujet
avec de l'alternance qui était vraiment calibrée. Et puis après, vous avez aussi, vous avez entendu la méthode Cyrano qui a été conçue pour courir des 24 heures, pour courir des 100 km, qui est une méthode d'alternance course-marche, mais qui est calibrée différemment. Là encore, j'avais fait des épisodes sur ce sujet. Donc, globalement, en fait, la méthode de Jeff Galloway, de l'alternance course-marche, en fait, elle permet de faire des volumes qui soient plus longs avec moins de fatigue. Il y a beaucoup de sorties lentes. Il y a une accumulation, justement, de la distance par le fait qu'on fasse des sorties qui soient moins fatigantes. Et il n'y a pas vraiment de VMA classique, en fait, dans les programmes. C'est on accélère ou on marche. Voilà. Globalement, on est là-dedans. Mais en fait, quand on accélère, on peut aller plus rapidement que si on était dans un effort continu. Donc il se base pas en fait sur une VMA classique en fait. Il se base sur la capacité à courir plus vite pendant par exemple 30 secondes ou une minute et puis après on peut allonger les distances. Donc dans le Magic Mile, il n'y a pas la logique de VMA. En revanche, il s'est avéré très très précis dans plusieurs cas dans lesquels j'ai testé pour prédire mon temps sur une course. Je dis jusqu'au marathon, voilà, ça marche assez bien. Mais si vous vous posez la question de savoir quel temps vous pouvez faire sur un 5 ou un 10, le Magic Mile est assez simple à mettre en œuvre. Et si vous voulez tester, je vous mets un lien dans la description de l'épisode. J'ai fait un calculateur en fait avec la méthode, etc. Donc j'ai fait un calculateur. C'est un document sur Google Doc, donc vous le dupliquez, vous mettez vos chiffres à l'intérieur et ça va vous donner en fait à partir du chiffre obtenu, donc en courant 1600 mètres, ça va vous donner vos temps potentiels sur 5, 10, semi et marathon avec des variations qui correspondent en fait ce que lui il dit en fait comme la capacité qu'on a sur un cycle d'entraînement à progresser. Donc il vous donne une petite marge de progression. Donc il y a une petite marge, c'est des marges entre vous devriez atteindre tel ou tel temps à peu près dans la prédiction, mais avec l'entraînement vous pourriez encore atteindre tel temps. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous regardez dans la description de l'épisode, il y a un lien qui vous permet en fait de vous expliquer comment le faire et puis de vous calculer les chiffres pour vous. Conclusion de tout ça, si on veut un côté vraiment fiable sur le plan scientifique, je crois que le test qu'il faudrait faire serait du test en labo, du test d'effort en labo qui mesure toutes les données précises et qui va mesurer VO2 max. Comme on sait que VO2 max et VMA sont reliés, par un simple calcul mathématique, on est capable de vous donner une VMA précise, on est capable de vous donner les différents seuils. Donc ça, c'est des tests en labo, ça existe, vous pouvez les faire, donc c'est un prix. Si vous voulez faire des tests par vous-même en dehors, je pense que le demi-Cooper est le plus simple à mettre en place. On va éviter l'histoire de la navette, parce qu'en plus, techniquement, c'est pas si simple que ça à mettre en place et c'est pas adapté à ce qu'on fait nous. Le VAMEVAL, si vous avez le moyen technique de le mettre en place, et c'est vrai que c'est souvent en club, peut être intéressant. Par contre, le Cooper de 12 minutes, moi, je trouve pas très intéressant. Voilà, je trouve pas très intéressant. Je trouve que le demi-Cooper est plus précis. Il est plus dans la logique de ce qu'on cherche à mesurer par la VMA du chiffre qu'on veut avoir. Demi-Cooper, il est vraiment en fait sur le même temps d'effort que ce qu'on est capable normalement de courir à VMA. Donc lui, il est vraiment dans cette logique-là. Le VAMEVAL, les études scientifiques montrent que le côté progressif, la manière dont il est mis en place, permet de se rapprocher justement des analyses scientifiques sur tapis et autres. Donc il est intéressant, mais c'est vrai qu'il est moins simple à mettre en place. C'est-à-dire que là, si vous écoutez cet épisode et vous dites tiens, je voudrais bien savoir ma VMA, et que vous êtes dehors tout seul, vous ferez pas un VAMEVAL, alors que là vous pouvez vous faire un demi-Cooper, là si vous êtes bien chaud. Ça fait une demi-heure que je vous parle, écoutez, vous pouvez faire un test si vous êtes bien chaud, vous faites quelques accélérations avant, vous pouvez faire un demi-Cooper sans aucun problème si vous avez un terrain qui convient. Voilà. Bon, le Magic Mile, lui, ne va pas vous donner une VMA, mais par contre, il va vous donner un temps de référence qui va prédire des allures réalistes pour s'entraîner du 5 km au marathon. Et peut-être que certains d'entre vous, quand vous cherchez à faire un test de VMA, c'est aussi ce que vous cherchez. Donc c'est une logique qui est différente, qui est très pragmatique, mais qui peut être très utile. Donc ça peut être aussi, je pense, une approche. Dire, la VMA, c'est un élément qui est intéressant pour l'entraînement. Je vous renvoie sur l'épisode sur la VMA qui explique pourquoi c'est intéressant, pourquoi ça
ça a été calculé, pourquoi après à partir de ça on va déterminer ce qu'on fait à l'entraînement sur les fractionnés et autres, hein, si on court en tout cas en fonction des données qui sont données, parce qu'il y aurait d'autres méthodes d'entraînement. Moi je m'entraîne aux sensations et donc finalement je peux pas vous donner VMA, je connais mon ancienne VMA, mais ma VMA actuelle je ne la connais pas parce que je l'ai pas mesurée depuis très longtemps et que je m'entraîne aux sensations et qu'aux sensations en fait j'ai même pas besoin de montre voilà pour regarder ma vitesse, je regarde autre chose, je regarde d'autres éléments. Mais si vous voulez vous entraîner d'après ces données là qui sont la VMA, vous avez des tests et puis si vous voulez avoir une estimation du temps que vous allez faire sur une course, c'est peut-être pas la VMA qui va vous donner le temps le plus précis, mais peut-être que le Magic Mile peut vous donner une estimation qui est assez réaliste et vous donner des allures qui soient assez réalistes au kilomètre pour atteindre votre objectif. Voilà Lily, j'espère que cet épisode a répondu à tes questions, que tu y vois plus clair, que vous ayez plus clair, que vous avez une meilleure idée de ce que sont ces fameux tests VMA et est-ce qu'ils sont fiables, est-ce qu'on peut leur faire confiance ou pas. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, en fait je fais souvent des boîtes à questions sur mon compte Instagram @BertrandSoulier. Et puis sinon vous pouvez me les envoyer aussi en message privé, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'envoyer plein de messages. Et puis bien entendu, posez vos questions dans le Hamsters Running Club. Je le dis, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Le Hamsters Running Club, c'est un espace gratuit, c'est une communauté gratuite et qui est pas à l'exposition comme les groupes Facebook. Il y a pas tout le monde voit pas ce que vous racontez. C'est entre nous. Donc ça apporte de la sécurité, ça apporte la tranquillité. Ça apporte aussi un esprit plus proche, voilà, parce que on se connaît mieux. Et puis vous n'avez pas quelqu'un qui débarque avec ses gros sabots et puis ses grandes leçons pour venir vous embêter, parce qu'en plus j'ai une caractéristique importante dans l'Hamsters Running Club, c'est que c'est moi qui tiens les clés pour entrer et pour sortir, donc j'ai empêché certaines personnes de rentrer, je le dis, et puis s'il y a des personnes qui ne sont pas dans l'esprit, je peux aussi les faire sortir, voilà, j'ai le bouton pour, tac. Ouais, je sais, ça fait un peu grand chef l'histoire, mais c'est ce qui permet de maintenir aussi la vie dans une communauté comme ça, parce que sinon les communautés dérapent dans tous les sens et on y perd le sens de ce qu'on recherche. Donc voilà, si ça vous intéresse, regardez la description de l'épisode et puis on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao mes champions et mes champions.